Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau, sur les réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag kiosque. Et puis vous le savez, vous pouvez nous suivre en podcast. Vous cherchez TV5 Monde sur vos plateformes habituelles. Vous trouverez plusieurs émissions en réécoute, donc kiosque. Et ça commence tout de suite. Voici le sommaire. Le réveil européen face à la puissance chinoise a-t-il enfin eu lieu? Le président Xi Jinping était en tournée en Europe. L'Europe qui considère désormais le géant d'Asie comme un rival systémique. Faut-il avoir peur de la Chine? Cela suffira-t-il à calmer la contestation des Algériens qui veulent la fin du régime? Le général Gaïd Salah précipite les événements cette semaine en appelant à la destitution d'Abdelaziz Bouteflika pour inaptitude. L'armée sacrifie-t-elle le président pour sauver le régime? Peut-on parler de nettoyage ethnique dans le centre du Mali? Samedi dernier, un massacre a ciblé la communauté Peul dans cette région devenue l'épicentre des violences. L'État peut-il reprendre le contrôle de cette partie de son territoire? Donald Trump a-t-il remporté une importante victoire? Le très attendu rapport Mueller ne recommande pas de mise en accusation formelle contre le président américain, mais est-il pour autant exonéré? Et quelles seront les conséquences politiques? On en parle tout de suite avec nos kiosqueurs et les kiosqueurs. Les voici: Géraldine Mühlmann, professeure de sciences politiques et de philosophie à l'université Paris 2 Panthéon-Assas, diplômée de l'école de journalisme de la New York University. Rosa Moussaoui, grand reporter au service international du quotidien français L'Humanité, vos terrains de prédilection le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest. Pierre Aski, journaliste, vous tenez une chronique de quotidienne sur l'actualité internationale dans la matinale de la radio France Inter, chroniqueur de politique internationale aussi à l'hebdomadaire l'Obs. Vous êtes également président de Reporters sans frontières. Et enfin, Alberto Toscano, journaliste et écrivain à Paris depuis 3 décennies. Vous êtes le correspondant en France de la Radio Radicale à Rome, président du Club de la presse européenne. Merci à vous quatre d'être aujourd'hui en plateau pour nous livrer votre analyse sur cette actualité. Première question, l'Europe a-t-elle eu une révélation? Le temps de la naïveté face à la Chine est terminé, constate le président français Emmanuel Macron. La tournée en Italie, à Monaco et en France de son homologue chinois Xi Jinping s'est déroulée sur fond de méfiance européenne. Nul d'entre nous n'est naïf, mais nous respectons la Chine et nous sommes déterminés au dialogue et à la coopération. Et nous entendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent aussi l'unité de l'Union européenne comme les valeurs qu'elle porte pour elle-même et dans le monde. La coopération est essentielle, même s'il y a des points de désaccord ou de la compétition. C'est une compétition positive. Et la coopération l'emporte largement sur la concurrence. Nous devons accroître l'énergie positive. Nous sommes en train d'avancer ensemble. Nous ne pouvons pas laisser la méfiance mutuelle prendre le dessus. Et l'Europe découvrir enfin la Chine, son impérialisme économique, ses gigantesques projets hégémoniques. Est-ce que je suis un petit peu cynique, Pierre? Ou est-ce que vous trouvez que le réveil des Européens est un peu tardif? Non, il vaut mieux tard que jamais, comme toujours. Mais ce réveil est ambigu parce que Xi Jinping est d'abord passé en Italie où il a obtenu ce qu'il cherchait à avoir, c'est-à-dire la signature d'un protocole d'accord avec un des pays importants de l'Union européenne. Premier membre du G7 a signé le protocole d'accord sur les routes de la soie avant de venir en France où effectivement il s'est passé quelque chose. Parce que pour la première fois, il a eu en face de lui non pas un seul pays, puisque la Chine, depuis une dizaine d'années en gros, traite les pays européens individuellement et fait une sorte d'Europe à la découpe en choisissant ses interlocuteurs. Là, il y avait Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker sur une position commune qui est, en gros, de rééquilibrer le rapport de force. Aujourd'hui, on le sait bien, la Chine a tellement grandi, grossi, et elle a des ambitions tellement grandes qu'aucun pays européen n'est de taille à faire face à la Chine, pas même l'Allemagne, qui est pourtant la plus grande puissance économique. L'Europe pourrait être de taille si elle était cohérente. L'Europe est quand même globalement le marché unique européen et le premier marché de la Chine. Donc ça pèse. L'Europe a
encore de beaux restes à tout point de vue, y compris technologique, qui intéressent la Chine. Et surtout, l'Europe est un moyen de rééquilibrer le monde au moment où les relations avec les États-Unis sont au plus mal pour la Chine avec cette guerre commerciale démarrée par Donald Trump. Donc il y a toutes les raisons pour que les deux s'entendent. Et la voie étroite sur laquelle essaye de s'engouffrer Emmanuel Macron, c'est de dire nous ne voulons pas de la guerre froide que veut déclencher Donald Trump, mais nous ne voulons pas non plus de l'abandon de toute prétention ou toute valeur comme le veulent les Chinois. Donc Géraldine, la position de l'Europe qui est quand même un peu délicate ? Oui, moi je suis un peu plus sévère. Hein. L'Europe a quand même un talent extraordinaire pour se diviser à peu près sur tous les sujets importants du monde. Et la Chine en fait partie. C'est-à-dire que les Chinois, ils ont Pierre Aski a très bien expliqué la chose. Ils vont en Italie, mais ils vont aussi, leur terrain de jeu favori, c'est évidemment l'Europe de l'Est, où ils signent des accords avec des protocoles variables. En vérité, ils contournent en permanence l'Union européenne comme telle. Moi, je n'ai pas l'impression que cette rencontre avec M. Juncker, Mme Merkel ait changé fondamentalement la donne. Je suis d'accord qu'en affichage, c'est très bien. Il va à Paris, il se retrouve avec, pour le coup... en tout cas, il y a une dimension politique, alors que oui, mais la vérité, c'est que... Et c'est très, très grave pour la raison suivante. La vérité, c'est que tous les pays fonctionnent économiquement de manière individuelle vis-à-vis de la Chine. La Chine exploite cela au maximum. C'est d'autant plus grave que c'est précisément sur les questions économiques que l'Europe, en général, se fonde le mieux dans le discours. On dit toujours, le politique, on a du mal, etc. Mais l'économique, alors ça, vraiment, ça marche. C'est pour ça qu'on l'a fondé. Et la vérité, c'est que ça ne marche pas. Vous êtes en désaccord ? Oui. La seule nuance que je voudrais apporter, c'est que c'était vrai il y a encore, jusqu'à il y a 2 ans. Il s'est passé une chose, c'est l'Allemagne. Une société chinoise a racheté à travers des prête-noms le fleuron allemand de la robotique, KUKA. Et ça a provoqué une prise de conscience en Allemagne que l'Allemagne avait été, comme pour employer le mot de Macron, naïve par rapport à la Chine. Et je pense que le fait que Merkel soit venue, c'est aussi la fin de cette concurrence intra-européenne par rapport à la Chine. Et au même moment, il y a eu ce document fait par la Commission, 10 recommandations sur la manière de traiter avec la Chine. C'est sans précédent dans l'histoire européenne. Donc il y a voilà, je suis d'accord que... Mais la Chine peut-être... Je crois qu'il y a un contraste à souligner entre une stratégie chinoise très décidée, très déterminée et cohérente, et effectivement les Européens extrêmement divisés. En même temps, je voudrais relativiser. Pour l'instant, 60% des entreprises du continent qui sont détenues par des firmes étrangères le sont par des firmes nord-américaines. Les Chinois à côté pèsent encore très peu, 3% peut-être en comptant Hong Kong. Et en même temps, comme il s'agit de secteurs stratégiques comme la construction aéronautique, ça peut susciter des inquiétudes. En même temps, l'Europe, elle est aujourd'hui sur un déficit commercial vis-à-vis de la Chine qui flirte les 180 milliards d'euros. Et on voit bien que, effectivement, en dépit du discours sur une unité européenne face à au déploiement de cette stratégie chinoise, on n'a pas de réponse commune. On le voit avec le mémorandum italien, mais on pourrait citer la Grèce aussi, qui a privatisé le port du Pirée. Vous rentrez justement de Grèce, vous, le premier cheval de Troie, parce qu'on va s'intéresser à l'Italie, on parle de division des Européens, mais vous rentrez de Grèce, le premier cheval de Troie en Europe, ça a été le port du Pirée. Oui, 2009 déjà, les négociations pour céder le terminal à containers, les 2 terminaux à containers du port du Pirée, elles remontent à 2009. Et cette compagnie chinoise, aujourd'hui, a le contrôle de l'ensemble du port, qui est un des plus grands ports européens. Et c'est une véritable porte d'entrée, une espèce de hub dans ces nouvelles routes de la soie. Pas forcément au bénéfice d'Athènes. Le port a été cédé pour, je crois, 350 millions d'euros sur une concession de 40 ans. Il aurait probablement rapporté davantage à l'État grec si l'État grec en avait gardé le contrôle. Et donc, cette semaine, il y a cet accord qui est signé avec l'Italie, votre pays d'origine. L'Italie s'est vendue à la Chine. Vous le percevez comme ça, vous comme... L'Italie s'est vendue à la Chine. Si la France s'est vendue à la Chine, si l'Allemagne s'est vendue à la Chine. Ils font la même chose. Donc, si un se vend, les autres aussi. Je suis un peu étonné. L'Italie, elle est un peu plus loin quand même cette semaine que la France ou l'Allemagne. Je suis un peu étonné que mon ami Pierre Aski dise que les Chinois ont obtenu en Italie ce qu'ils voulaient, parce que c'est pas vrai. Parce qu'ils n'ont pas obtenu l'accord sur la télécommunication de 5e génération, qui pour eux était très important. Et là, il y a eu un retournement de la position italienne sur la base d'une pression américaine. Juste pression américaine, hein, et aussi sur la base de pression des autres pays européens. Donc là, on a une question économique.
faut-il collaborer avec la Chine? Oui. Faut-il rééquilibrer le commerce étranger qui est tout à fait favorable à la Chine, au moins pour la France et pour l'Italie? L'Italie a des exportations pour 13 milliards d'euros par an et des importations pour 31 milliards d'euros par an de la Chine. Donc, il faut le rééquilibrer, il faut collaborer. Avec la Chine, on n'a pas une situation de compétition stratégique et militaire. Il n'y a pas un risque comme il existait avec l'ancienne Union soviétique. Il n'y a pas une friction concrète et immédiate. C'est les Américains qui l'ont à Taïwan et dans d'autres situations. Donc, il faut collaborer. L'Europe doit se réunir, oui. Mais là, c'est plus qu'une collaboration, c'est un peu la critique qui est faite par l'Europe. À l'Italie. À Rome. Oui, et c'est la critique qu'on peut faire aussi à Paris et à Berlin. Alors Pierre, je veux bien vous entendre là-dessus, parce que Alberto rebondissait sur vos propos. Ce qui fait défaut est une stratégie européenne réelle. Le fait que les Allemands et les Français se retrouvent ensemble avec un Chinois ne signifie pas qu'il y a une stratégie européenne. Pierre, je suis d'accord avec Alberto sur les télécoms. Là où il y a un problème, c'est que pourquoi les Européens refusaient jusqu'à présent de cautionner les routes de la soie, ce que l'Italie a fait cette fois-ci? Parce que dans le système des routes de la soie organisé par Pékin, il y a un affaiblissement de la gouvernance, des règles sur l'endettement, des règles environnementales, des règles sociales. Et c'est pour ça que l'année dernière, les Européens, tous qui étaient au Forum des routes de la soie à Pékin, avaient refusé de signer l'accord final. L'Italie rompt là-dessus, c'est-à-dire qu'elle donne aujourd'hui la possibilité à la Chine, effectivement, d'avancer sur ce programme. Elle n'est pas la première à rompre. Hein. Elle est la première dans les pays du G7. Dans les pays du G7. Et la première des grands pays européens. Et c'est là qu'il y a un problème, qui est un problème conceptuel et pas sur le fait que tout le monde veut faire du commerce. Pierre, oui. Il y a la Golden Share. Hein. Il faut pas oublier que dans les accords qui ont été signés à Rome, il y a une clause qui permet à l'Italie, mais demain, ce sera la même chose pour la France, parce que je parie que la France signera les mêmes choses si elle veut continuer à commercer. Parce que les 300 milliards d'euros en Airbus, c'est pas l'Italie qui les a signés. Et qu'est-ce qu'on a donné en échange à la Chine? Pour avancer un petit peu, on le voit, la question divise. Les Européens, c'est un peu le point fort. Il faut peut-être souligner qu'il y a une volonté peut-être chinoise toujours dans cette stratégie de pacifier un peu ce climat de guerre commerciale, puisque le président chinois arrive, pas les mains vides, avec dans son escarcelle une loi qui libéralise les investissements étrangers en Chine. Et c'était une des exigences aussi des Européens. Jusque-là, c'était très soumis à des transferts de technologie, etc. Là, il y a peut-être des possibilités aussi qui s'ouvrent nouvelles. On a l'impression, on se rappelle des deux extraits d'interview qu'on a vus tout à l'heure, Emmanuel Macron méfiant, et puis Xi Jinping qui essaie de rassurer. Est-ce qu'il a rassuré les Européens? Non, je pense que ceux qui connaissent les dossiers sont un peu inquiets et savent très bien le petit jeu que jouent certains pays d'Europe. L'Italie est en guerre ouverte avec la France, enfin tout le monde le sait. Je ne dis pas du tout que ce soit la raison principale d'accords commerciaux. C'est plus complexe que cela, mais ça joue évidemment, ne serait-ce qu'en termes d'affichage. Pendant que Macron fait cela, voilà comment les Italiens se comportent avec les Chinois sur un mode finalement assez égoïste, enfin au nationaliste, pas forcément d'ailleurs au mauvais sens du terme, mais en l'occurrence, nous avons affaire quand même à des nationalistes au pouvoir. Chacun fait la même chose. Mais bien sûr. Mais le problème, c'est que je suis quand même, moi je suis très fâchée avec l'Europe, peut-être d'autant plus que j'ai été très européenne et je le suis encore de cœur, donc je suis encore plus fâchée. Vous parliez du Pirée, c'est bien avant l'histoire des routes de la soie, des nouvelles routes de la soie. 2009. C'est une catastrophe européenne, c'est-à-dire qu'on ait mis une telle pression sur les Grecs, de toute façon dans toute cette crise, moi ça a sans doute comment entamer ma propre crise personnelle avec l'Europe, j'ai trouvé ça insupportable le traitement de la Grèce, mais voilà l'une des conséquences, c'est qu'on a obligé les Grecs à vendre un patrimoine considérable dont vous venez de dire, et vous connaissez bien le dossier, que s'il était resté chez les Grecs, ça les aurait beaucoup aidés aussi dans leur situation, et c'est finalement les Chinois qui ramassent. Et ça, c'est terrible, parce que l'Europe est censée être un bouclier au moins sur les questions économiques, puisque sur le reste, on n'arrive pas du tout à se mettre d'accord. Et sur les questions économiques, ça ne marche pas du tout, c'est même totalement contre-productif. La question qu'on peut se poser, vue d'Europe, c'est est-ce qu'il faut avoir peur de la Chine ?
Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de la Chine à condition de faire ce qu'il faut pour imposer un rapport de force équitable. Et c'est pour ça que je suis peut-être moins pessimiste que Géraldine, c'est que j'ai l'impression que ce réveil, pour employer ce mot, de l'Europe est une prise de conscience que soit on fait ça, soit on passe sous les fourches codines de la Chine. La Chine, elle joue son jeu, mais c'est une puissance qui sait aussi tenir compte des rapports de force. La Chine, elle a besoin d'équilibres mondiaux pour faire du commerce, pour faire ses investissements. Si on recule un petit peu et qu'on regarde l'état du monde aujourd'hui, on a cette guerre commerciale avec les États-Unis, on a l'Europe qui, jusqu'à présent, agissait de manière désordonnée, faible et dans le laisser-faire, et ce duopole Pékin-Washington qui était en train de s'installer pour définir les normes et la marche du monde. C'est un pied de nez de la Chine aux États-Unis aussi, c'est ça ? Oui, est-ce que l'Europe est capable aujourd'hui de devenir le troisième pôle de ce triangle et de dire, attendez, on existe et on n'acceptera pas tout. Je pense qu'on peut être relativement pessimiste parce que l'Europe, au cours des 10 dernières années, a montré qu'elle n'était pas à ce rendez-vous, mais on ne peut pas non plus exclure totalement qu'une partie de l'Europe, je pense, retrouve cette cohérence. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut non pas imposer des choses à la Chine, mais en tout cas négocier des choses plus raisonnables et faire que... Moi, ça ne me dérange pas que les Chinois possèdent le port du Pirée. Le port du Pirée est aujourd'hui 50 milliards de fois plus productif qu'il ne l'était quand il était géré par le gouvernement grec. Ce qui me gêne, c'est tout ce qui sous-tend la manière dont les Chinois utilisent la faiblesse européenne. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est Vraiment... mettre fin à cette faiblesse européenne plus qu'à quoi que ce soit du côté chinois. D'un mot pour conclure, vu de Chine, à coup de contrat, à coup d'échanges culturels, est-ce que Xi Jinping a fait cette semaine une démonstration de force tranquille en Europe? Et vraiment pour conclure. Oui, tout à fait. Je pense que pour lui, cette visite est formidable parce qu'il a obtenu un gain politique en Italie et il a obtenu une visite harmonieuse en France malgré les petites critiques d'Emmanuel Macron. Et à Monaco, c'était un triomphe. L'étape de Monaco. Et je vous livre pour la réflexion, puisqu'on va avancer, ce proverbe chinois. Vous savez bien les proverbes chinois, avec du temps et de la patience, les feuilles de mûrier se transforment en robe de soie. Voilà, c'est à méditer. Un livre de Confucius qui peut lire en latin et en français, vous êtes au courant dans les cadeaux. Voilà. Donc, on va continuer à parler de la Chine. À Kios, ça fait quand même un moment qu'on est éveillé sur ce qui se passe en Chine. On en vient maintenant à la révolte en Algérie, 6e vendredi de manifestation, alors que l'armée, cette semaine, a sacrifié Abdelaziz Bouteflika sur l'autel de la sortie de crise. Le général Ahmed Gaïd Salah a précipité les événements en appelant à la destitution de l'impotent président pour inaptitude. Il devient nécessaire, voire impératif, d'adopter une solution pour sortir de la crise qui répond aux revendications légitimes du peuple algérien et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et le maintien de la souveraineté de l'État. La solution a même d'aboutir à un consensus de l'ensemble des points de vue et de faire l'unanimité de toutes les parties est celle stipulée par la Constitution dans son article 102. Autrement dit, Abdelaziz Bouteflika est poussé vers la sortie. C'est quand même une sacrée annonce. Rosa, vous suivez très bien la situation là-bas. C'est quand même une sacrée annonce pour les Algériens. Il faut se rappeler qu'Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis le siècle dernier. Comment c'est ressenti sur place ? C'est ressenti comme étant encore une ruse du régime pour essayer de sauver l'essentiel. Alors, c'est très étonnant que ce soit Ahmed Gaïd Salah qui annonce cela, parce qu'il a soutenu Bouteflika jusqu'à l'ultime limite. Il y a quelques semaines encore, il menaçait les manifestants en les désignant comme des ennemis de l'intérieur. Et voilà, là, on a un virage à 360 degrés venant de quelqu'un qui faisait partie du premier cercle au sein du clan Bouteflika, qui est celui qui a refusé, il y a quelques temps après l'accident vasculaire cérébral du président algérien, qui a refusé ce scénario du recours à l'article 102, qui prévoit l'empêchement pour des raisons de santé. Donc, il n'est pas pris au sérieux. Les Algériens sont assez décidés à refuser toute issue qui permettrait de sauver l'essentiel. Ils veulent une véritable transition démocratique et ils sont convaincus qu'elle ne peut pas être conduite sous
les auspices ni de l'armée, ni de ceux qui incarnent ce régime depuis des décennies. Pour qu'on comprenne ce qui se passe au sommet de l'État, qu'on dit toujours très opaque, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour que l'armée lâche Abdelaziz Bouteflika ? Alors, les lâchages se succèdent depuis maintenant plusieurs semaines. Je crois qu'il y a cette pression populaire qui contraint le régime à manœuvrer en recul. On l'a vu déjà avec la renonciation de Bouteflika à un 5e mandat, mais qui correspondait en fait à une prolongation du 4e. C'était une première manœuvre en recul pour essayer de désamorcer la mobilisation. Là, c'est une nouvelle manœuvre qui visiblement échoue, puisque les manifestations restent à un niveau très important. C'est-à-dire que chaque fois que les autorités font une annonce, ça renforce la détermination des manifestants dans la rue. Je crois que les gens sont déterminés à tourner la page de ce régime, à entrer dans une seconde république. Et aujourd'hui, la revendication d'une assemblée constituante qui permettrait d'engager une transition sur des rails véritablement autres, véritablement démocratiques, est en train de s'imposer. Je me tourne vers la politologue. Une seconde république, c'est une sortie, une sortie de crise possible, qui prend du temps, qui est compliquée, mais est-ce que c'est la bonne solution ? Tout est possible en politique, toujours. Mais tout de même, moi je suis très inquiète. Alors je vais encore jouer la pessimiste, mais je suis très très inquiète pour le peuple algérien. Vous avez là un processus, je ne vois pas très bien comment la tête de l'État va y renoncer maintenant qu'il est grosso modo activé. C'est le président du Conseil constitutionnel qui peut activer ce fameux article 102 qui permet qui n'a pas activé, puisque l'armée ne peut pas l'activer, l'armée propose de l'activer. Bon, ça veut dire qu'ils se sont quand même grosso modo entendus pour l'activer. Et donc, il va être pour incapacité en vertu de cet article 102, Bouteflika va être écarté du pouvoir. Et donc, il va y avoir le président du Conseil de la Nation, qui est encore une troisième instance qui va être le chef d'État par intérim, mais qui aura 3 mois. Ouais, tout le monde est très proche de Bouteflika, donc grosso modo, ils savent ce qu'ils font. Il faut être clair, ils savent ce qu'ils font. Sinon, ils sont très C'est le dispositif qui a été... Et après, il a 3 mois pour organiser des élections. Ce qui veut dire qu'ils vont sélectionner leurs candidats. Enfin, il faut quand même dire les choses. Il reste, entre le moment où la procédure est lancée, il y a 135 jours. C'est ça que vous dites. Et donc, dans ces 135 jours, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Ils vont mettre en place des candidats un peu cousus de fil blanc, on va se dire les choses quand même, pour offrir ça au peuple en disant voilà, c'est une transition, ces candidats-là, ça fonctionne. En vérité, le peuple n'a qu'une alternative s'il ne veut pas cela, c'est de sortir un candidat. C'est d'avoir une telle pression dans la rue que quelqu'un s'impose. Alors c'est là où moi je ne connais pas le terrain là en ce moment, mais j'aimerais savoir s'il y a une ou deux figures de la rue qui soient suffisamment populaires, qui fassent que le terme de pression de la rue aura le moindre sens, parce que sinon ils vont avoir des candidats. Comment transformer ce formidable élan sur le terrain en une proposition politique ? Et c'est un peu la question qui commence aussi à inquiéter. La proposition politique, elle ne peut pas simplement être cristallisée sur un nom, un homme. Ce qui est mis en cause aujourd'hui, c'est aussi un système institutionnel qui concentre les pouvoirs au sommet, avec une ultra concentration du pouvoir entre les mains du clan présidentiel, de l'armée, de la haute administration, d'un clan d'affairistes aussi qui est mis en cause aujourd'hui, très corrompu. Et donc, la revendication, elle est aussi d'imaginer un système qui puisse être véritablement démocratique et moins pyramidal, moins hiérarchisé, moins concentré. Ce recours à l'article 102... Comment y arriver ? Parce que c'est la question que se posent les Algériens. L'idée d'une constituante pour imaginer un autre système institutionnel est en train de s'imposer et qu'il faudrait peut-être la prendre au sérieux. Le problème du recours à l'article 102, c'est qu'il ne laisse pas du tout le délai pour l'organisation d'élections avec un minimum de transparence, même dans le cadre actuel. Ça veut dire sauver l'essentiel et reconduire ce régime dont le peuple algérien visiblement ne veut plus. Je crains qu'il se passe cela, effectivement. Et je pense que la constituante, c'est très bien, mais il faudra, quand on est un peuple contre sa propre armée, il faut beaucoup de choses. Et il faut notamment un leader charismatique, il faut essayer d'y arriver par l'élection et ensuite de changer le système. Mais pour l'instant, l'armée n'est pas du côté. Alors l'armée, Gaïd Salah ne représente pas l'ensemble de l'armée. L'armée algérienne, elle est traversée par des contradictions. Elle n'est pas monolithique. Elle est traversée, comme la société algérienne, par un certain nombre de contradictions. Et Gaïd Salah,
il incarne cette aile de l'armée que Bouteflika a promue parce qu'il avait besoin de points d'appui. Lorsqu'il est arrivé, il a dit « Je ne serai pas un demi-président, je ne serai pas sous tutelle des militaires et je vais choisir qui je mets à la tête de l'armée qui n'empiétera pas sur mon pouvoir. » Il a écarté un certain nombre d'autres militaires. Donc voilà, Gaïd Salah ne représente pas l'ensemble de l'institution militaire, c'est un représentant du clan Bouteflika, il est rejeté comme tel. Et l'armée qui est plutôt populaire auprès des Algériens, hormis peut-être le sommet de l'État Pierre. Oui, le problème des concessions, c'est qu'il faut les faire au bon moment. Et quand on les fait trop tard, on a ce qui s'est passé à 2 reprises. Donc quand Bouteflika a renoncé au 5e mandat, qui a été refusé par la rue. Et là, de nouveau, le slogan de ce vendredi à Alger, c'est Bouteflika dégage et emmène Gaïd Salah avec toi. C'est-à-dire que cet homme qui avait été ménagé par la rue jusque-là est apparu comme l'homme qui voulait perpétuer le système et ça ne marche pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Soit on continue et on tente encore dans une semaine une nouvelle manœuvre pour essayer de calmer la rue, etc., de diviser les gens. Soit c'est la répression ou la violence et qu'on peut craindre, mais qui ne s'est pas produite jusqu'à présent. Et je pense que c'est là que le rôle de l'armée et est-ce qu'on peut vraiment distinguer l'armée de ses dirigeants ? On le verra, mais pour l'instant, il n'y en a pas la preuve. Les scénarios ne sont pas évidents. Comment on passe effectivement à cette constituante ? Comment on passe d'un mouvement de protestation puissant, impressionnant, qui a impressionné tout le monde depuis plus d'1 mois, à quelque chose d'organisé et force de proposition. Alberto, comment on fait dans ces cas-là ? Alberto a peur, parce qu'il se souvient de ce qui s'est passé à 91-92. Et moi, à l'idée de revoir ce film, j'ai horreur à y penser, à l'imaginer. L'Algérie a vécu la tragédie d'un arrêt d'un processus démocratique, a vécu une guerre civile atroce, avec des centaines de milliers de morts, provoquée par l'armée d'un côté et par la force du mouvement islamiste de l'autre. Et l'idée de revoir cet affrontement me fait peur. Alors il y a la corruption, il y a 1001 dangers, mais le danger des dangers, à mon sens, est de retomber dans une spirale de guerre civile. Et ça, c'est un risque, alors, la démocratie merveilleuse, j'ai peur que là, il y a un problème que nous devons avoir le courage de voir. Est-ce que la démocratie est possible sans entrer dans une spirale de dérive islamiste ? Il me semble que la déstabilisation... Les islamistes, hein. On les entend peu, ils sont en embuscade, ils existent, c'est un courant qui existe, qui est fortement implanté en Algérie. Alors, il y a les islamistes qui ont été plus institutionnels, associés au pouvoir, associés à l'économie, qui ont eu des parts de marché finalement. Ceux-là sont rejetés parce que ces manifestations ne rejettent pas simplement le régime, ils rejettent aussi les oppositions telles qu'elles existent et telles qu'elles sont organisées. Et puis, il y a les anciens militants du FIS, dissous, qui se faisaient jusque-là très discret, commence à apparaître dans les manifestations, peut-être en vue d'essayer de récupérer ce mouvement. Et en même temps, la société algérienne de 2019, ce n'est pas la société algérienne des années 90 avec des djihadistes revenus d'Afghanistan qui manifestaient dans les rues d'Alger. On n'est plus du tout dans la même configuration. Le scénario qu'évoquait Alberto me paraît être un risque. Voilà un peuple qui manifeste maintenant depuis plusieurs semaines de manière extrêmement pacifique, avec toutes les générations rassemblées, qui surmonte ses propres divisions internes, ce qui n'est pas rien, qui fait preuve d'une grande maturité politique, qui a tiré les leçons de son histoire, qui ne veut plus de la violence. 88, c'est 800 morts. 2001, c'est 127 morts, 5000 blessés. Il y a aussi les leçons qui ont été tirées des scénarios syriens, libyens. Les Algériens disent clairement, nous ne voulons pas de ces scénarios-là, nous ne voulons plus de la violence, nous voulons changer les choses pacifiquement. Et je crois qu'il y a vraiment ce peuple qui fait preuve d'une si grande maturité politique. Il ne faut pas avoir peur de son éveil, de son réveil. Il faudrait plutôt essayer de regarder ça avec confiance. Je passe la parole à la pessimiste et puis je vous laisserai conclure. J'espère tellement que vous avez raison. Je suis quand même très sensible à ce qu'a dit Alberto et je crains que ce soit le scénario égyptien, en fait, qui soit le vrai risque. C'est-à-dire que l'armée, à un moment donné, qui tient ses 2
deux pays formidablement, il faut bien le dire, que ce soit l'Égypte ou l'Algérie, ce sont des pays très différents, mais ils ont ça en commun. À un moment donné, sous la pression de la rue, passe la main à qui ? Un pouvoir, alors c'était le cas en Égypte avec la question islamiste qui n'est pas très loin, qui fasse dégénérer la situation politique, ce qui permet un an et demi plus tard à l'armée de reprendre la main, ce qu'elle a fait tout à fait à la perfection en Égypte. Et le risque, il est là aussi, c'est que le moment de démocratisation se passe très mal, avec soit de la guerre civile, soit de l'islamisation, enfin, au sens le plus inquiétant du terme, et que ce soit un très bon prétexte pour l'armée de reprendre la main, D'un mot, Algérie, Égypte, même scénario possible? Non, je crois pas. L'armée a toujours joué un rôle d'arbitre, en fait, et de confiscation des pouvoirs, il faut le dire, depuis l'indépendance. Et c'est aussi ça, aujourd'hui, qui est mis en cause, avec ce slogan « Bouteflika, tu partiras, Romain Gaït Salah avec toi ». Il y a une vraie volonté du peuple algérien de se réapproprier son destin et de se débarrasser de ce carcan militaire qui empêche un vrai épanouissement démocratique. Je trouve que ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que les jeunes Algériens qui sont descendus dans la rue, et le mouvement est très jeune à l'origine, ils sont très conscients de ce que vous dites, et du passé, du poids des années 90, etc. Et pourtant, ils incarnent quelque chose de nouveau. Alors, moi, je leur fais confiance. Les risques existent, mais dans ce cas-là, on ne fait plus rien et on subit 5e, 6e, 7e mandat d'autocrate. Et la force de ce mouvement, c'est qu'il a réussi à surmonter cette menace, cette épée de Damoclès qui pesait depuis 20 ans sur les Algériens, qui était de dire attention, si vous bougez, ça va recommencer. Et ça a été d'ailleurs ce qui a été dit au début, attention, ça va être la Syrie. Le Premier ministre l'a dit dès les premiers jours. Et donc voilà, moi je fais confiance à un mouvement qui a une vraie originalité. Et donc, 6e vendredi de manifestation. Et puis, nouveau vendredi aussi de live tweet de Dilemme qu'on retrouve tout à l'heure. Ce sera l'occasion de reparler de l'Algérie. Jamais, depuis 2012 et le début de la crise, le Mali n'avait connu un tel massacre. Des dizaines de personnes ont été tuées méthodiquement samedi dans le village d'Ogossagou. Le massacre a ciblé la communauté Peul dans une région devenue l'épicentre des violences au Mali. Explication. Un massacre terrible, des femmes, des enfants, dans le village Peul d'Ogossagou, aux cases incendiées, des dizaines de blessés. La tuerie la plus sanglante depuis de longues années dans la région. Tous condamnent, l'Union européenne, l'ONU en tête, dont une délégation du Conseil de sécurité était en visite au Mali au moment des faits. Réuni en Conseil des ministres exceptionnel ce dimanche, le gouvernement prend des mesures d'urgence. Limogeage de l'état-major malien, armée de terre et de mer, et dissolution d'une assemblée de chasseurs d'Ogon, d'Annan Ambassagou, soupçonné d'être responsable de la tuerie. Nous avons procédé à la dissolution de l'association d'Annan Ambassagou pour indiquer clairement aux uns et aux autres que la protection des populations reste et restera le monopole de l'État. Des hommes vêtus d'habits de chasseurs d'Ogon auraient été vus selon des témoins au moment des faits. Aucune revendication pour le moment, aucune identification des auteurs du massacre. Mais Dannan Ambassagou, qui est en réalité un groupe d'autodéfense d'Ogon, nie absolument être à l'origine de la tuerie. Dannan Ambassagou n'est pas impliqué ni de près et de loin. Nous condamnons cette attaque, c'est un massacre, c'est une perte pour le pays d'Ogon et c'est une perte pour le Mali. C'est les ennemis de la paix qui ont créé cette zizanie pour accuser Dannan Ambassagou. En 2018, les affrontements intercommunautaires ou terroristes ont fait plus de 500 morts dans le centre du Mali. Une véritable spirale de vengeance, une insécurité perpétuelle pour les populations et un État qui fait défaut. Pierre, est-ce qu'on peut parler de nettoyage ethnique? C'est ce qu'on a pu lire cette semaine. Je pense que le constat, il est celui-là. Il est que vous avez un mélange explosif dans cette partie du Mali, dans le centre du Mali, de vieux conflits entre éleveurs et cultivateurs, entre groupes ethniques, sur lesquels se greffe cette problématique djihadiste et avec une disparition de l'État central malien. Il y a un raté absolu de l'après-intervention française de 2012 qui avait sauvé le Mali de cette colonne djihadiste qui arrivait du Nord. Et depuis, tous les efforts qui ont été faits pour remettre sur les rails un État malien capable de faire vivre ensemble de manière plus harmonieuse ces populations
population a échoué. Et on se retrouve avec cette situation où des milices d'autodéfense se sont créées, ont proliféré. Certaines, celle qui a été dissoute en particulier, avaient été vues en train de patrouiller avec l'armée malienne. Donc une porosité entre l'armée nationale et ces milices d'autodéfense contre un groupe ethnique sur les Peuls qu'on accuse d'être le principal groupe derrière un groupe djihadiste affilié à Al-Qaïda dans cette partie du Mali. Tout est très imbriqué, qu'il s'agit de sécurité. On va essayer de décortiquer tout ça. D'abord, d'où viennent les problèmes entre les Peuls et les Dogons dans cette région, Rosa? Alors, je crois effectivement qu'on ne peut pas le réduire à une question de rivalité ethnique. Pierre évoque... Déjà pour comprendre ça, cette rivalité entre Peuls et Dogons, pour essayer Les Peuls sont des éleveurs nomades, les Dogons sont sédentaires, sont des agriculteurs sédentaires. Et moi, je crois qu'il y a le facteur changement climatique qui joue aussi. Le fait que, par exemple, le contrôle des points d'eau pour faire boire les bêtes ou utiliser l'eau pour les cultures a fait l'objet de conflits à mesure que les ressources en eau diminuaient. On a eu plusieurs années de très dures sécheresses, etc. Ça a cristallisé des conflits fonciers, des conflits liés à la consommation d'eau. Et donc, la question ethnique, elle recouvre ce type-là de conflit. Après, on a aussi ce problème du délitement complet de l'appareil sécuritaire de l'État malien qui, pour ainsi dire, n'a pas de présence dans les zones rurales. Et donc, après 2012, il y a eu effectivement cette intervention française qui a abouti en fait à disséminer les groupes armés, mais pas à les éliminer. On a aussi des situations de pauvreté très très grandes qui font que des jeunes adolescents peuvent être recrutés pour quelques milliers de francs CFA dans ces groupes armés. Donc c'est vraiment toutes ces problématiques-là qui remontent aujourd'hui à la surface. C'est pas étonnant, on a déjà eu plusieurs massacres dans les mois qui ont précédé. Alberto, pas surprenant cette situation? On a suivi l'opération internationale dans la zone. La politique intérieure malienne, je fais confiance aux experts de ce pays. Pour ceux qui regardent, la chose qui me tient de dire est que la Libye et l'Algérie ont aussi un rôle fondamental, ou ont eu dans le cas de la Libye, de stabilisation de ce pays, de ces pays, pas que du Mali, mais de ce pays. C'est une garantie de stabilité. L'intervention européenne et tout d'abord française en 2011 en Libye a été un acte irresponsable. Et l'histoire montre à quel point il a été un acte irresponsable. Parce que déstabiliser un pays sans avoir la force de le stabiliser à nouveau, ça signifie ouvrir la boîte de Pandore. Je suis d'accord avec Alberto. Une des conséquences de l'intervention de l'OTAN en Libye, ça a été la dissémination des armes pillées dans les arsenaux de Kadhafi. Elles se sont disséminées dans toute la bande sahélo-saharienne et elles alimentent aujourd'hui ces armes de très nombreux conflits. Et pourtant, on en parle très peu. Ah ça, on en parle très peu. Ça, je vous confirme que... moi, j'ai bossé pour venir ici, mais je peux vous garantir que c'est pas en regardant la télévision française tous les jours que j'ai pu m'informer. Pourtant, la France est présente militairement là-bas. Est-ce que ça vous surprend, toujours cette espèce de distance qu'on peut... Alors, il y a une chose, je sais bien que ça l'explique, c'est la complexité de la chose et que voilà, le journalisme a renoncé à expliquer des choses complexes. Bon. En même temps, c'est pas si terrible. Il y a un problème. Alors, par exemple, les conflits un peu ancestraux que vous évoquez entre communautés. Moi, je suis toujours très méfiante quand c'est la première explication donnée. Les Peuls, c'est une communauté très, très pauvre en Afrique. Il y a toujours eu une cohabitation, parfois un peu tendue avec les Dogons, mais grosso modo, malgré les sécheresses, tout ce que vous avez raconté... On a l'impression que ça marche. Moi, je me souviens d'avoir été en 2010 au pays Dogon. On parlait beaucoup des Peuls et il y avait même ce discours assez officiel, alors aussi pour les touristes, bien sûr. Nous, on a une très bonne cohabitation avec les Peuls, etc. On en parlait, je veux dire. Mais ça dit quelque chose, parce qu'il y a aussi des intérêts à faire fonctionner deux communautés qui se côtoient. Non, ce qui est certain, c'est que alors on ne peut pas invoquer la guerre faite en Libye, mais moi je crois que c'est le problème du djihadisme qui recrute précisément dans une des communautés les plus pauvres d'Afrique. C'est pas pour rien que ce sont les Peuls qui sont les plus fragilisés face au djihadisme. Et puis ensuite, il y a un autre problème, c'est qu'on ne sait toujours pas vraiment qui a massacré ces villageois à 130, voire un peu plus de morts. On ne sait plus. C'est pas parce que l'État malien nous dit c'est les Dogons et les milices Dogons. J'ai même lu des papiers évoquant l'hypothèse, ce
c'est pas été des djihadistes qui étaient massacrés, mais au contraire des repentis. Et peut-être que ce sont d'autres djihadistes qui sont allés... Enfin, toutes les hypothèses fonctionnent, surtout dans un État qui ne fonctionne plus. Alors voilà, justement, et ce flou fonctionne parce que on voit que l'État malien a du mal à se réimplanter dans le nord, d'où ont été chassés les groupes djihadistes. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État central est complètement défaillant dans le centre du pays aussi? Oui, je pense que c'est le vrai problème. Vous savez, j'ai fait une chronique à la radio sur ce sujet, donc qui m'a beaucoup appris. C'est un rare lieu où on a appris quelque chose. Et je suis tombé sur un rapport qui m'avait échappé à l'époque. Au mois d'octobre dernier, la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, des ligues de droits de l'homme, et sa branche malienne avaient fait un rapport très alarmiste sur la situation dans le centre du Mali. Ils parlaient effectivement du risque de nettoyage ethnique, ils parlaient de ces milices, et ils appelaient la communauté internationale et le gouvernement malien à se ressaisir dans cette partie du pays. Donc, on n'est pas dans un ciel bleu dans lequel il y aurait un coup d'éclair d'un seul coup. On est dans une situation qu'on a laissé pourrir. Et je pense que c'est dû au fait que depuis 10 ans, enfin depuis l'intervention de 2012, on est focalisé sur la partie militaire. Il y a 3 armées au Mali. Il y a une force des Nations Unies, il y a l'armée nationale, il y a l'opération Barkhane. Et il y a des hélicoptères anglais, il y a un hôpital allemand. Enfin, c'est incroyable. Et la partie civile de cet édifice, c'est-à-dire la restructuration d'un État qui assume ses fonctions, y compris celles de protection dans une partie du pays, qui n'est pas le Nord. Le Nord, c'est une autre problématique, parce que on est dans le centre du pays, qui est une partie qui est beaucoup plus peuplée et qui est beaucoup plus vitale pour le Mali. Et là, il y a un échec de la partie civile de l'après-opération de 2012. 30 secondes. Et en suivant ce que Pierre a dit, et nous envoyons des hélicoptères, des hôpitaux allemands, français, j'imagine aussi italiens, et à la fin, on refuse d'accepter même un migrant qui vient de Mali. On dépenserait probablement moins à accepter pour aider ce pays aussi des migrants, plutôt que toujours dépenser seulement un armement. Rosa. Je crois qu'il va falloir aussi que l'État malien, tout fragile qu'il est, cesse d'instrumentaliser ces milices, pas seulement les milices Dogon, aussi les milices Songhai, etc. Il s'est beaucoup appuyé sur ces milices-là, avec une certaine complaisance de la MINUSMA, la force des Nations Unies, et de la force Barkhane devenue G5 Sahel. Effectivement, et on pourrait réfléchir à tout l'argent dépensé sur le terrain militaire qui pourrait servir à des projets de développement permettant que ces populations vivent enfin en paix et en répondant aux besoins les plus élémentaires qui sont aujourd'hui laissés sans réponse. Voilà, c'est notre fierté à TV5. On est à cause de parler de ce genre de problématiques aussi, qui sont des problématiques absolument essentielles. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Pierre Aski de France Inter, avec la politologue Géraldine Mühlmann et avec Rosa Moussaoui de l'Humanité et Alberto Toscano de la Radio Radicale. Longue attente le week-end dernier aux États-Unis. Vendredi, le procureur spécial Robert Mueller a remis son rapport d'enquête, l'enquête russe qui a enfiévré Washington et au-delà. Et dès dimanche, le ministre de la Justice faisait part de ses conclusions en 4 pages. Absence d'éléments prouvant une entente ou une coordination entre l'équipe du candidat Trump en 2016 et la Russie. Le principal intéressé est en joie. La chasse aux sorcières russes était une stratégie menée par ceux qui ont perdu les élections et qui essayent de reprendre illégalement le pouvoir en influençant des Américains innocents, victimes d'un canular élaboré. Le plus grand canular politique de l'histoire de notre pays. Et devinez quoi? Nous avons gagné. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, Donald Trump a retrouvé hier jeudi les estrades de campagne et puis les accents aussi de 2016. Il jubile, il peut jubiler cette semaine? Ah, bien sûr, il a gagné un set. Il n'a pas gagné tous les matchs, mais quand même, ce set, il a gagné. Donc, pour l'instant, quand il a gagné les élections présidentielles, certains doutaient même du fait qu'il puisse rester à sa place. On parlait d'impeachment possible et tout ça. Il est encore là. Je rajoute, si vous me permettez, malheureusement, à cause de la politique qu'il fait. Mais il est là et il est beaucoup plus solide de ce qu'on aurait pu imaginer il y a 3 ans.
et dont j'imagine qu'il arrivera à la fin de son mandat. Cette histoire, d'ailleurs, des influences étrangères via informatique, via Internet, pour conditionner les campagnes électorales est un problème sérieux, un problème majeur de notre démocratie, parce qu'on parle aussi des défauts de nos démocraties. Et là, il faudra trouver une parade, parce qu'on a vu probablement des influences d'interventions informatiques étrangères, probablement russes, mais peut-être d'autres, sur les élections italiennes. On pourrait les voir actuellement sur les élections espagnoles et sur d'autres pays. Donc ce problème est un problème majeur. Dans le cas spécifique de Donald Trump, il a gagné ce qui pour lui a été pour le moment essentiel, le résultat de ce rapport. Et puis il faut bien le reconnaître aussi, un rapport était très attendu, notamment à Washington, mais pas que, parce que tout le monde s'attendait à ce que ça fasse mal à Donald Trump. En l'occurrence, c'est une victoire politique pour lui. Il n'a pas tellement mal pour l'instant. C'est une victoire dans la mesure où il l'exploite très judicieusement, parce qu'il a quand même ça à son actif, Donald Trump, il sait y faire. Et lui, qui est un spécialiste des faits alternatifs, je ne fais que le citer lui et son entourage, grosso modo des fake news à tous les étages, en vérité, là, stigmatise la presse, beaucoup la presse dans ce qu'il dit, qui, avec le procureur Mueller et d'autres, enquête depuis de nombreux mois, et c'est un feuilleton complexe, beaucoup de personnages sont en question, etc., enquête pour trouver les faits. C'est-à-dire que la collusion avec des influenceurs, qu'il y ait eu des tentatives de pression russe sur la campagne, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. La question est de savoir si, dans l'entourage de Trump, on donnait des réponses à ces séductions. Et là, on n'a pas les faits. En tout cas, le rapport Mueller dit qu'il n'y a pas suffisamment de faits pour que ce soit avéré. Ce qui permet à Trump de dire que toute la presse est un grand complotisme, un ensemble de fake news. Il renverse complètement la balance. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de la question judiciaire, qui va donc sur ce point, mais seulement sur ce point d'ailleurs, s'arrêter certainement, l'enjeu, il est politico-médiatique pour Trump. Et la presse est sa cible numéro 1, parce qu'elle aussi enquête. Et parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça. La presse, le judiciaire, ils travaillent ensemble, l'un contre l'autre, ils se contrôlent, ils sont sur les mêmes terrains, etc. Et c'est ça qui est sa victoire. Là, on l'a vu dans une ambiance de campagne, un peu le même ton qu'on le connaissait au moment de la précédente campagne présidentielle. Ça, c'est du pain béni pour lui. Est-ce que ça va être un fil rouge? On est très loin encore de la vraie campagne, mais est-ce que ça peut être un fil rouge? C'est un tremplin, en tout cas, pour lui, pour repartir déjà en campagne et pour, comme vous le disiez, attaquer la presse comme il l'a fait lors de la précédente campagne, s'en prendre très durement aux démocrates auxquels il reproche de ne pas l'attaquer sur le terrain de son projet politique, etc. Mais il y a quand même des questions encore sur ce rapport, me semble-t-il, parce que le document qui a été transmis au Congrès n'est qu'un document de 4 pages. On n'a pas connaissance en réalité des 300 pages du rapport, et il y a des questions assez lourdes sur est-ce que Trump et les siens auraient pu faire ou pas obstruction à la justice. Ce point n'est pas réglé. Pierre. Il y a deux éléments qui sont certains aujourd'hui. Le premier, c'est que, comme disait Alberto, il terminera sans doute son mandat. La menace de l'impeachment s'est éloignée. Alors, sauf s'il y a eu manipulation sur le rapport et que le résumé n'est pas fidèle, mais ça semble un peu probable. Et aujourd'hui, il est clair qu'il a vraisemblablement de quoi terminer son mandat, même s'il y aura d'autres choses sur le chemin, notamment l'obstruction à la justice. La deuxième chose, c'est que tout d'un coup, il redevient un candidat crédible pour son élection. Quel est le résultat? Vous regardez les sondages depuis dimanche dernier. En gros, le socle de Donald Trump, il est solide. Il aurait pu être effrité et peut-être s'effondrer s'il y avait eu des éléments accablants dans ce rapport. Aujourd'hui, et on l'a vu, la manière dont il l'utilise, dont il l'exploite politiquement, fait que sa base électorale est solide. Et ça, c'est un atout pour lui pour 2020, parce qu'il faudra savoir qui il aura en face de lui. Et si les démocrates font une erreur de casting, comme ils ont fait la dernière fois avec Hillary Clinton, parce qu'il faut bien le dire qu'elle n'était pas la bonne candidate face à Trump, ou si les divisions démocrates font que leur campagne a du mal à démarrer ou a des handicaps, Trump
pourrait avoir encore un boulevard devant lui avec ce socle solide qu'il est en train de consolider, puisqu'il en gros, il avait fait une campagne permanente depuis qu'il est élu. Il n'arrête pas de faire des meetings électoraux. Il laboure le pays comme ça. C'est assez impressionnant. Et depuis qu'il est élu, donc il est en campagne, on en parle beaucoup. Est-ce que profondément, ça devrait nous intéresser à ce stade, Alberto? Oui, ça doit nous intéresser parce que les États-Unis sont les États-Unis et parce que cette dynamique politique intérieure, pour nous, est fondamentale. Ceci dit, j'ose pas imaginer, même à la relation entre Europe et États-Unis, dans le cas où Trump serait réélu pour 4 ans encore à la Maison-Blanche. Et l'un de ses paris fondamentaux a été de humilier l'Europe, de jouer les Européens l'un contre l'autre, de rétablir, de refuser même la valeur de la dynamique de l'intégration européenne. Il a été le premier président des États-Unis à jouer contre l'intégration européenne. Donc, pour nous, l'hypothèse d'une réélection de Trump serait vraiment l'épreuve du feu, où l'Europe est capable vraiment de se rassembler, de parler d'une seule voix, et d'avoir la capacité même par rapport à la Chine et à d'autres pays de peser, ou sinon, si elle reste quelque part en otage de la main des États-Unis, elle sera vraiment vouée à une situation très difficile. J'irais même plus loin. Je pense que si Trump est réélu, l'OTAN éclate, par exemple. Je pense qu'on n'en est pas très loin, malgré les précautions et en tout cas le discours qu'on peut entendre en Europe. Mais la réélection de Trump serait effectivement le test existentielle de l'Europe. Et on rejoint là exactement la conversation qu'on avait au début sur la Chine. C'est le même sujet face aux États-Unis ou face à la Chine. C'est paradoxal de dire ça parce qu'on était alliés et amis des États-Unis et sous Obama, c'était tellement facile malgré les tensions qu'il pouvait y avoir sur certains sujets. Aujourd'hui, le roi est nu et on voit bien que la difficulté qu'a cette Europe à imaginer cette autonomie stratégique que certains appellent de leur vœu et qui semble tellement difficile à mettre en place. En tout cas, à 27, c'est déjà plus le cas à 28. Géraldine, vous vouliez réagir? Oui, et puis sur tous les sujets, c'est vrai qu'il y a une espèce de simplification du monde qu'opère Trump. Je pense évidemment à l'ennemi iranien qui devient la cible absolue et qui fait qu'au Moyen-Orient, tout le monde doit s'allier contre lui. Bon, avec la reconnaissance, alors on va... pas le temps d'en parler vraiment, mais avec la reconnaissance du plateau du Golan, d'Israël sur le plateau du Golan. Et on pourrait aussi ajouter l'obligation désormais de rester dans un rapport d'alliés avec l'Arabie Saoudite, parce que le fait on peut pas avoir 400 ennemis quand on est les États-Unis. Et il a fixé un cap, et c'est très difficile pour les pays européens de remettre de la complexité là-dedans. Il a dit clairement qui étaient ses amis, qui étaient ses ennemis, y compris au Moyen-Orient. Et sur tous les sujets, il est parvenu à faire bouger les lignes. C'est ça qui est assez étonnant, parce qu'au début, on avait le sentiment qu'il y avait un côté plutôt clownesque on l'avait sous-estimé. Et en fait, sur tous les sujets, sur le climat, sur l'Iran, sur la question israélo-palestinienne, il a fait bouger les engagements et les positions des États-Unis. Alors qu'on dit que les hommes politiques, le personnel politique ne change rien, et bien Donald Trump, qu'on l'aime ou on ne l'aime pas, vous le dites, fait changer les lignes. Il nous met devant nos responsabilités. Si les Européens continuent de jouer au plus malin l'un contre l'autre, qu'il s'agisse de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, parce qu'on est tous en train de jouer au plus malin, alors ils seront voués vraiment à des risques énormes, surtout dans le cas d'une réélection de Trump. Je vous propose qu'on termine cette émission comme toujours avec la semaine de dilemme. Qu'est-ce qu'il a retenu de l'actualité? Il a retenu un peu la même actualité que nous, vous allez le voir, concernant cette enquête dont on parle, cette enquête sur la collusion entre la campagne présidentielle de Donald Trump et Moscou. Le procureur Mueller n'a rien trouvé, pourtant j'ai cherché partout, constate-t-il, devant des poupées russes à l'effigie du président américain, des poupées russes éventrées. La crise politique en Algérie, l'armée s'en mêle, j'aime pas les piqûres, panique le président algérien Abdelaziz Bouteflika visé par le canon d'un char alors qu'il est alité à l'hôpital. Le monde entier va suivre ces manifestations en Algérie. Alors, prêt pour la leçon, demande ce citoyen. Référence à cette révolte pacifique, joyeuse et déterminée.
L'interminable Brexit, le suspense est insoutenable puisque je vous dis que c'est dans la boîte. La première ministre britannique Theresa May se veut rassurante du fond de son cercueil. Cette semaine, elle a mis sa démission dans la balance pour sauver l'accord avec Bruxelles. Et puis 3e vote encore, on verra ce que ça donne. Enfin au Venezuela, 94% de la population vit dans la pauvreté. Maduro ou Guaido, demande ce clochard à un autre. Réponse, le bolivar, la monnaie vénézuélienne. Voilà, merci Dilem, merci infiniment à vous 4 d'être venus dans Kiosque cette semaine, à très bientôt. Merci à vous qui nous regardez comme toujours et puis un petit merci particulier à François Roudot qui nous quitte après 30 années. On l'embrasse et vous aussi qui nous regardez. À très bientôt.